Je m'appelle non, et pendant longtemps, j'ai cru mener une vie que beaucoup envient en secret. J'avais 44 ans et je vivais dans une étroite maison de ville en briques rouges, dans le quartier calme de Back Bay à Boston, un endroit où flotte encore chaque matin une légère odeur de vieux bois et de café frais. J'écrivais des romans, surtout des thrillers psychologiques, de ceux qui tiennent les lecteurs en haleine jusqu'aux petites heures du matin. Certains avaient bien marché, même beaucoup. Assez pour que les droits d'auteur, l'argent des options cinématographiques, les contrats de droits étrangers et les investissements judicieux que j'avais réalisés dans ma trentaine aient atteint une somme considérable, près d'un demi-milliard si l'on prenait tout en compte. Je n'ai jamais prononcé ce chiffre à voix haute. Le dire me semblait presque vulgaire. Julian était l'homme que j'ai épousé il y a 7 ans. Il avait cette voix qui pouvait apaiser les mauvaises journées. Grave, posé, réfléchi. Quand nous nous sommes rencontrés, il était conseiller financier, spécialisé dans la gestion de clientèle fortunée. J'appréciais qu'il ne paraisse jamais impressionné par l'argent, le mien ou celui de quiconque. Il m'écoutait quand je parlais des rebondissements de l'intrigue et de l'évolution des personnages, comme si c'était aussi important qu'un bilan comptable. Au début, il me faisait sentir vu, pas seulement admiré. Chaque matin, il m'apportait mon café exactement comme je l'aimais, noir, sans sucre, dans la grosse tasse en céramique que j'avais achetée lors d'un voyage de recherche à Portland. Chaque soir, il me serrait contre lui et murmurait que j'étais tout son univers. Je le croyais, car croire était rassurant. Parce que l'alternative ne m'avait jamais effleuré l'esprit jusqu'à cette nuit-là. Il était tard, au beau milieu de la nuit, quand la ville semble retenir son souffle. Je me suis réveillée dans un lit vide. Les draps de son côté étaient frais. J'ai d'abord supposé qu'il était descendu chercher de l'eau ou répondre à un courriel urgent. Je me suis retournée, j'ai fermé les yeux, espérant que le sommeil m'emporte à nouveau. Puis j'ai entendu sa voix. Elle venait du bureau au bout du couloir, basse, posée, presque tendre dans sa précision. La porte était presque fermée, mais un mince filet de lumière filtrait sur le parquet. Je restai immobile, à l'écoute. Elle ne se doute toujours de rien, dit-il. J'eus le souffle coupé. L'air de la chambre devint lourd, comme si on m'avait plaqué la main sur la bouche. Je me redressai lentement, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre à travers les murs. Tout avance, poursuivit-il. On y est presque. Je retins mon souffle. Impossible de respirer. Mes pieds nus touchèrent le sol. Je me déplaçai dans le couloir comme si j'étais une intruse chez moi, l'épaule contre le mur de plâtre froid, juste devant la porte du bureau. Les mots se brouillèrent ensuite. Quelque chose à propos de timing, de discrétion. Mais ces premières phrases suffirent. Elles s'imprimèrent en moi. Je me glissai de nouveau dans le lit avant qu'il ne termine l'appel. Quand il revint quelques minutes plus tard, il se glissa sous les couvertures avec la même discrétion assurée qu'à son habitude, nous recouvrant tous les deux comme si de rien n'était. Son bras se posa sur ma taille comme 1000 nuits auparavant. Je gardai ma respiration lente et fis même semblant de dormir. À l'intérieur, quelque chose de froid et d'acidulé s'éveillait. Le lendemain matin, je me déplaçais dans la cuisine comme si j'étais sous l'eau. Julian dormait encore à l'étage. J'entendais le faible rythme de sa respiration à travers la porte de sa chambre entr'ouverte. Je me tenais debout devant la cafetière, les yeux rivés sur la machine, comme si elle allait me dicter la marche à suivre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai attrapé mon téléphone. Je ne m'étais jamais connectée à nos comptes joints. Julian s'occupait de tout. Les factures, les impôts, les virements, les placements. Je me répétais que c'était une question de confiance. Je me répétais que c'était un partenariat. Je me répétais qu'une bonne épouse ne remet pas en question l'homme qui lui prépare son café tous les matins. J'ouvre l'application bancaire. L'écran se remplit de transactions. Des petites au début, 500 par-ci, 1000 par-là, 750, 2000. Des dizaines ces derniers mois. Rien d'assez important pour déclencher une alerte. Ensemble, elles ressemblaient à de l'érosion, comme si quelqu'un avait rongé les fondations petit à petit. Je serrais le bord du granit jusqu'à ce que mes jointures se dilatent. Des pas dans l'escalier. Déjà le matin. Sa voix était chaude, encore ensommeillée. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, se frottant la nuque, les cheveux encore ébouriffés par l'oreiller. Je ne me retournai pas tout de suite. Je vérifie juste quelque chose, dis-je d'un ton léger. Certains de ces appareils me semblent inconnus.
Il traversa la cuisine et ouvrit le placard pour prendre sa tasse. Ah, cela. Juste quelques petites positions que je testais. J'ai dû oublier de vous les mentionner. Il versa le café sans me regarder. Rien d'inquiétant. J'acquiesçai lentement. J'esquissai même un léger sourire. Mais je l'observais maintenant. Non pas avec amour, non pas avec confiance, mais avec quelque chose de plus froid, de plus lucide. C'est à ce moment-là que je compris que le conte de fées était terminé. Et l'homme qui me le racontait chaque soir était celui qui écrivait le chapitre suivant. Je ne savais pas encore ce qu'il préparait, mais j'étais absolument certaine d'une chose. Je n'allais pas attendre pour le découvrir. Ce matin marqua le début d'un mariage d'un genre nouveau. En apparence, rien n'avait changé. Julien m'embrassait toujours le front avant de partir pour son bureau en ville. Je souriais toujours lorsqu'il me demandait comment avançait mon écriture, mais derrière chaque geste se cachait un calcul, le sien et désormais le mien. J'ai commencé à remarquer les petits signes, la façon dont il détournait l'écran de son téléphone lorsqu'une notification arrivait. La façon dont il sortait dans le couloir pour prendre des appels, refermant les portes-fenêtres derrière lui d'un clic discret. Quand je lui demandais ce qui le tenait si occupé, il éludait la question avec ce même sourire désinvolte. Juste du travail pour les clients. Rien de grave. Pourtant, je n'ai pas dormi. Quelques nuits plus tard, il a laissé son téléphone sur la table de la salle à manger pendant qu'il prenait sa douche. C'était la première fois depuis des mois qu'il ne l'emportait pas à l'étage, comme s'il faisait partie de lui. L'eau coulait doucement au-dessus de ma tête. J'ai fixé le rectangle noir sur le noyer poli pendant ce qui m'a semblé une éternité, peut-être 30 secondes, peut-être plus, avant que ma main ne bouge. L'écran s'est allumé. Pas de code. Il me faisait encore confiance à ce point. J'ai fait défiler les messages récents, les discussions professionnelles, les rappels du calendrier, quelques SMS anodins d'amis, puis une conversation sans nom, juste une suite de chiffres. Le message le plus récent datait du début de la journée. Envoie-lui les fichiers VOS. Assure-toi qu'elle n'en sache rien. On y est presque. Mon cœur battait la chamade. Fichier VOS. VOS. Ce nom m'a frappé comme une pierre dans l'eau calme. Je l'ai relu, puis une troisième fois, pour mémoriser les mots. J'ai remis le téléphone exactement à sa place, parfaitement aligné, écran vers le bas. Puis je suis allé au lavabo. J'ai passé mes poignets sous l'eau froide et j'ai respiré profondément par la bouche jusqu'à ce que la pièce cesse de tanguer. Quand Julien est descendu plus tard, une serviette autour du cou, les cheveux encore humides, il m'a embrassé sur le front et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatiguée par les corrections. Il m'a cru, ou du moins il a fait semblant. Le lendemain matin, dès que la porte d'entrée s'est refermée derrière lui, j'ai appelé Sarah. Sarah et moi nous étions rencontrés à la fac. 2 étudiants en lettres qui passaient trop de nuits à la bibliothèque à débattre de la fiabilité des narrateurs. Elle avait ensuite fait des études de droit et s'était spécialisée dans la planification successorale et les divorces impliquant des patrimoines importants. Nous nous étions perdus de vue pendant un temps, avant de nous retrouver il y a 2 ans pour déjeuner dans le quartier nord. Je n'aurais jamais imaginé la revoir ainsi. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je n'ai pas engagé la conversation. Ma voix était plus basse que prévu. Presque un murmure. Je lui ai parlé de la conversation téléphonique tardive que j'avais surprise, des retraits d'argent, du message sur son répondeur, du nom VOS. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis, on parle de combien, Noam? Je lui ai donné le chiffre exact, celui auquel je pense rarement en entier. Un autre silence. D'accord, a-t-elle dit, calme comme si je lui avais demandé de relire un contrat. Il faut faire vite. S'il a déjà commencé à préparer le terrain, il ne s'arrêtera pas là. On peut tout mettre dans une fiducie révocable à ton nom. Seuls les biens dont tu peux prouver qu'ils étaient propres ou acquis après le mariage est sous ton contrôle. Les droits d'auteur, les droits d'édition, la plus-value des investissements liés à ton capital prénuptial. Ce sera inattaquable. Il ne pourra pas y toucher sans se battre comme un beau diable. Mes jambes flageolaient. Je me suis affalée sur le bord du canapé. Tu es sûr? Je suis sûr qu'attendre lui donne le temps d'agir en premier. Tu as tous les documents. Oui. Des années de relevés, de contrats, de rapports de droits d'auteur, tout ce dont j'avais discrètement conservé des copies,
car les écrivains apprennent vite que les éditeurs oublient parfois de payer. J'en suis, ai-je dit. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou étrange. Le bureau de Sarah est devenu ma deuxième maison. On se voyait tôt le matin, avant que Julian ne se réveille en fin d'après-midi après ses réunions. Ses assistants juridiques ont rassemblé les dossiers, rédigé les documents, fait authentifier les signatures. Nous avons transféré la propriété de la maison de Bagbero, achetée, avec une avance sur mon 3e livre, bien avant notre rencontre. Nous avons bloqué nos comptes de courtage, transféré nos actifs liquides et créé plusieurs niveaux de protection autour de la propriété intellectuelle qui générait l'essentiel de nos revenus. Chaque signature me donnait l'impression de fermer une porte sur la vie que je croyais avoir. À la fin de la semaine, la forteresse était érigée. Plus rien ne nous appartenait. Tout m'appartenait légalement, sans tâche, irrévocablement. Ce vendredi soir-là, Julian est rentré avec des plats à emporter de notre restaurant italien préféré de Newberry Street. Il a posé les sacs sur le comptoir, m'a adressé son sourire habituel et m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai pris les boîtes. Productive, ai-je répondu. Il était loin de se douter que le monde avait basculé. Je n'allais rien lui dire. Pas encore. Le laisser croire que je dormais encore. Le laisser faire le prochain pas, car maintenant je l'observais et j'étais prête. Quelques jours plus tard, il est passé à l'acte. C'était un jeudi soir. Il est rentré plus tôt que d'habitude, toujours dans son costume anthracite, sa mallette à la main. Il avait l'air calme, trop calme. Il a posé sa mallette et s'est assis en face de moi. Il s'assit à la table et déposa un fin dossier entre nous. « Il faut qu'on parle », dit-il. Je ne bronchai pas. J'ouvris lentement le dossier. Les papiers du divorce, impeccables, étaient déjà rédigés. « Je pense que c'est mieux pour nous deux », poursuivit-il d'une voix presque apprise par cœur. Nos chemins se sont séparés. Inutile de faire traîner les choses et de les envenimer. Je levai les yeux vers lui, le visage impassible. « Vraiment ?» demandai-je doucement. Il hocha la tête. « Oui, c'est plus clair comme ça. » Je fis glisser le dossier vers lui d'1 millimètre. « Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Ses sourcils se froncèrent, un bref instant. « Quoi ?» Je me penchai légèrement en avant. Ma voix resta calme, posée. J'ai déjà tout transféré. La maison, les comptes, les droits d'auteur, tout est désormais dans un fonds fiduciaire protégé. À mon nom, tu ne peux rien y toucher. Il pâlit peu à peu. D'abord les joues, puis les lèvres. Sa main se crispa sur le bord de la table. Que veux-tu dire par tout transférer ? C'est exactement ce que je veux dire, ai-je dit. Vous ne pouvez pas me tendre des papiers et repartir avec la moitié de ce que j'ai construit. Il me fixa, cherchant le moindre signe de bluff. Je ne lui en laissai aucun. Vous ne pouvez pas. Commença-t-il. Je l'ai déjà fait. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le tic-tac régulier de l'horloge du hall se fit entendre. Il se redressa lentement, recula de table. On verra ce que dira le juge, dit-il d'une voix devenue plate et froide. Je me suis levée aussi. Alors allez-y. Voyez. Il sortit de la salle à manger. La porte d'entrée se referma derrière lui 1 minute plus tard. Pas un claquement, juste un dernier clic discret. Pour la première fois depuis des semaines, j'expirai profondément. Mais je savais que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début de ce qui allait suivre. Après le départ de Julian ce soir-là, la maison me parut différente. Non pas plus vide, mais étrangement plus pleine, comme si chaque recoin portait désormais l'écho de ce qui avait été dit et de ce qui ne l'avait pas été. Je ne pleurai pas. Je ne fis pas les 100 pas. Je suis restée assise à la table de la salle à manger pendant un long moment, fixant le dossier qu'il avait laissé. Les pages étaient encore chaudes de sa main. Je ne l'ai pas rouvert. C'était inutile. L'histoire qu'il racontait était déjà inscrite en moi. Je m'attendais à ce que la colère me submerge, une colère brûlante, bruyante, de celle qui brise tout. Mais elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place était plus silencieux, plus lent, plus épuisant, une profonde tristesse viscérale pour celle de moi-même qui avait cru si aveuglément. J'avais passé des années à lui confier des pans de ma vie sans poser de questions. Non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que je le lui offrais librement.
Je croyais que c'était de l'amour. Je croyais que la confiance était synonyme d'abandon. Avec le recul, je vois à quel point j'avais soigneusement organisé mes journées autour de ces certitudes. Je le laissais gérer les finances parce qu'il était meilleur en chiffres. Je le laissais filtrer les appels parce qu'il était protecteur. Je laissais les petites décisions devenir son domaine, jusqu'à ce que les grandes suivent sans que je m'en aperçoive. Mon succès, mes livres, l'argent, la réputation que je m'étais forgée, tout cela avait commencé à me sembler commun, quelque chose dont il pouvait s'approprier une part. Et je l'avais laissé faire. Les jours qui suivirent son départ s'étirèrent dans un étrange entre-deux. Il ne revint ni ce soir-là, ni le lendemain. Je ne l'appelais pas. Lui non plus. Le silence entre nous devint pesant, comme du givre sur du verre. Je passais ces heures seule dans mon atelier d'écriture, au 3e étage, celui avec le plafond mansardé et la vue sur le jardin public. J'essayais de travailler. Le curseur clignota sur un chapitre à moitié terminé, mais les mots ne venaient pas. Alors, je me surprenais à repenser à nos débuts. À la façon dont il lisait mes brouillons à voix haute au lit, sa voix rendant même les passages les plus brouillons prometteurs. À la fois où il m'avait surprise avec un exemplaire de la première édition d'un livre que j'avais mentionné en passant. De petites attentions qui, autrefois, me semblaient des preuves. Maintenant, elles sonnaient comme des reçus. Sarah prenait de mes nouvelles tous les jours. Elle faisait attention à ne pas insister, mais la pression restait constante. Il va tenter quelque chose, m'a-t-elle dit au cours d'un appel. Les hommes comme lui ne repartent pas les mains vides sans plan B. Elle avait raison. Je le sentais. Comme l'air qui se charge d'eau avant l'orage. Puis les rumeurs ont commencé. Elles ont commencé subtilement. Un courriel de mon agent littéraire me demandant si tout allait bien à la maison, formulé avec tant de délicatesse que j'ai failli ne pas remarquer son inquiétude. Une attachée de presse soudainement devenue excessivement enjouée, me demandant à 2 reprises si j'étais disponible pour des événements prochainement. Puis mon éditrice m'a envoyé un texto. J'ai vu quelque chose d'étrange en ligne. Ça va. En pièce jointe, une capture d'écran d'un forum anonyme du secteur. Le message était vague au début. Il était question d'un auteur à succès dissimulant des biens lors d'une séparation houleuse, peut-être par le biais de transferts douteux. Aucun nom. Mais dans les commentaires, quelqu'un avait répondu « Ce n'est pas un Emmy. Regarde ses royalties ». La date de la publication était le lendemain de la signification des papiers par Julien. J'ai eu la nausée. Assise au bord du lit, téléphone à la main, j'ai relu les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ce n'était plus seulement personnel. C'était mon travail, ma réputation. Ce que j'avais mis 20 ans à construire, brique par brique. Je n'avais jamais pris de raccourci, jamais usurpé de crédibilité. Chaque avance, chaque chèque de royalties, chaque contrat de film, je les avais gagnés à la sueur de mon front, en respectant les délais quand personne ne me regardait. Et maintenant, un mensonge, une rumeur savamment orchestrée, pouvait tout ternir. Je n'ai pas paniqué. Pas ouvertement. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis descendu, j'ai versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement en fixant les réverbères de Commonwealth Avenue. Mon reflet dans la vitre paraissait calme. À l'intérieur, quelque chose se transformait à nouveau. Non pas se brisait, mais se durcissait. J'ai appelé Sarah ce soir-là. Elle a répondu à la première sonnerie. Il me diffame, dis-je. Ma voix ne tremblait pas. Elle était calme, presque détachée. Des publications anonymes en ligne l'associent à une fraude. Elle expira. Je le craignais. C'est une tactique de pression. Il veut que tu aies suffisamment peur pour que tu acceptes rapidement et discrètement. Je n'ai pas peur, lui dis-je. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Je suis furieuse, mais pas au point d'exploser, plutôt au point de me concentrer. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a expliqué les prochaines étapes, surveiller les publications, tout documenter, préparer une mise en demeure si la situation s'aggravait. Mais plus qu'une stratégie, elle m'a donné autre chose, la permission de ressentir ce poids sans avoir à m'excuser. Tu as le droit de faire le deuil du mariage que tu croyais avoir, dit-elle. Ne laisse pas le chagrin décider pour toi. J'ai raccroché et me suis assise dans le salon plongé dans l'obscurité. La maison était silencieuse, hormis le léger tic-tac de l'horloge et le passage occasionnel d'une voiture. Pour la première fois depuis que j'avais surpris cette conversation téléphonique,
je me suis autorisée à ressentir toute la profondeur de la trahison. pas seulement les mensonges, mais aussi la solitude de réaliser que j'avais vécu aux côtés d'un inconnu. J'avais aimé quelqu'un qui préparait déjà mon départ. Et pourtant, voici l'étrange. Sous cette douleur se cachait autre chose. Une petite étincelle tenace. Je n'étais pas anéantie. Je n'étais pas brisée. J'étais éveillée. Le lendemain matin, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Non pas pour écrire de la fiction cette fois, mais pour consigner les dates, les captures d'écran, les chronologies, chaque transaction que je pouvais retracer, chaque message dont je me souvenais. Je ne rassemblais pas de preuves pour me venger. Je les rassemblais pour y voir plus clair, pour la version de moi-même qui devrait affronter l'avenir sans broncher. Car si Julien pensait pouvoir réécrire mon histoire, ma carrière, ma valeur, mon avenir, il allait vite comprendre à quel point il se trompait. La femme qu'il avait épousée lui avait fait une confiance aveugle. La femme assise là, à présent, ne croyait qu'à une chose, la vérité, et elle avait fini de se taire. 3 jours après le début des rumeurs en ligne, Sarah m'a convoquée dans son bureau du centre-ville. L'immeuble surplombait la rivière Charles, grise et agitée sous ses eaux. Un ciel bas d'hiver. Je suis arrivée tôt, mon manteau encore humide de la marche, et je l'ai trouvé déjà à son bureau, un épais dossier ouvert devant elle. Elle n'a pas perdu de temps en salutations. Il vient de déposer une plainte, dit-elle en me faisant glisser les papiers. J'ai ouvert le dossier. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Demande de divorce, allégation de malversation financière, accusation de transfert frauduleux de biens matrimoniaux, et puis le nom du coplaignant en bas de page, Damen Voss. Le nom du message téléphonique. Celui que j'avais vu apparaître furtivement sur l'écran de Julien ce soir-là sous la douche. Mes doigts se sont crispés sur le bord de la page. Qui est-ce ? Ai-je demandé, même si une partie de moi le savait déjà. Sarah s'est adossée. Un consultant à la réputation sulfureuse. Spécialisé dans la restructuration d'actifs, il a fait l'objet de multiples plaintes au fil des ans, de faux documents, de transferts antidatés, d'évaluations douteuses, aucune condamnation, mais le schéma est clair. C'est le genre de personne que l'on engage quand on veut contourner les règles sans les enfreindre ouvertement. J'ai parcouru les pièces à conviction, de faux relevés de transactions, des captures d'écran de mai censées provenir de moi autorisant des virements, et même une signature scannée si semblable à la mienne qu'elle aurait pu tromper un œil distrait. J'ai eu la nausée, non pas de peur, mais devant une telle audace. Il ne cherchait pas seulement à me voler mon argent. Il essayait de me salir. De faire de moi une tricheuse, une dissimulatrice, une menteuse. Tout est faux, ai-je murmuré. Je sais, a répondu Sarah. Et nous allons le prouver. La semaine suivante fut un véritable calvaire. Sarah a fait appel à un expert comptable judiciaire, un homme discret nommé Paul, qui s'exprimait avec une précision et un détachement quasi religieux. Nous nous réunissions chaque matin dans sa salle de réunion. Des tableurs recouvraient la table, relevés bancaires, en tête de mai, métadonnées des documents falsifiés. Paul a retracé chaque fausse entrée jusqu'à une adresse IP liée à une petite entreprise que Voss avait déjà utilisée. Les dates ne correspondaient pas. Les numéros de routage étaient incohérents. Des preuves accablantes. Aucun de ces prétendus virements n'a jamais touché mes comptes. Ils n'existaient que sur les papiers que Julien et Voss avaient créés. Je dormais à peine. Je travaillais à leur côté jusqu'à ce que l'immeuble se vide, puis je rentrais chez moi à pied en traversant les rues désertes de Back Bay, l'air froid stimulant ma concentration. Chaque soir, je m'asseyais dans mon atelier, la lampe tamisée, pour repasser en revue nos découvertes et ajouter des notes dans les marges de mes propres copies. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre, mais de reconquérir mon honneur. Chaque anomalie que nous mettions au jour était comme un fil que nous tirions du mensonge qu'il avait tissé autour de moi. La veille de l'audience, je me tenais seule dans le jardin public. La neige saupoudrait les allées. Les pédalos en forme de cygne étaient remisés pour l'hiver. Je regardais mon souffle se condenser dans l'air et je compris une chose simple et définitive. Je ne me battais pas pour l'argent, mais pour le droit de décider de ma propre histoire. Il avait essayé de faire de moi la méchante dans sa version. J'ai refusé ce rôle. L'audience avait lieu un mardi matin. La salle d'audience embaumait le bois ciré et le vieux papier. J'étais assise à côté de Sarah, vêtue d'une robe bleu marine que j'avais choisie car elle me donnait l'impression d'être une armure, simple, sans fioritures, austère. De l'autre côté de l'allée, Julien semblait étrangement plus petit.
Son costume était impeccable, mais son regard fuyait. Voss était absent. Personne de son camp ne s'est présenté pour expliquer ses absences ou ses incohérences. Sarah a présenté nos preuves méthodiquement. Paul a témoigné et a exposé au juge les divergences, calmement, factuellement, de façon accablante. Les signatures falsifiées ne correspondaient pas à celles que je connaissais. Les eurodatages des transactions étaient en contradiction avec les journaux du serveur. Toute la demande reposait sur des documents sans aucun fondement. L'avocat de Julian a tenté de rectifier le tir. Témoignages, vagues affirmations sur une intention de mariage, mais le juge est resté inflexible. Le jugement, lorsqu'il est tombé, a été sans appel. Demande rejetée. Aucun partage des biens protégés. Julian condamné à payer mes frais d'avocat. Une mention distincte prévoyait d'éventuelles sanctions en cas de nouvelles procédures abusives. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas expiré bruyamment. J'ai simplement fermé les yeux un long moment, laissant les mots faire leur chemin. Puis, dans le couloir, devant le tribunal, Julian s'est approché. Ses pas étaient hésitants, sa voix basse. « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, Noam. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. L'homme que j'avais autrefois réveillé chaque matin. Celui qui m'avait promis l'éternité lors d'une cérémonie intime à Cap Cod. Non, ai-je répondu d'un ton égal. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Je me suis retourné et j'ai descendu les marches de marbre, franchi les lourdes portes et me suis retrouvé dans l'air froid de janvier. Sarah m'a rattrapé sur le trottoir. Ça va. J'ai hoché la tête. Je crois que oui. Pour la première fois depuis des mois, le poids qui pesait sur ma poitrine s'était allégé. Pas complètement, mais plus léger, plus supportable. J'avais protégé ce qui m'appartenait. Non par dépit, par nécessité, par respect pour la femme qui l'avait construit. Et maintenant, je pouvais enfin commencer à la laisser vivre à nouveau. Les semaines qui ont suivi, les audiences, se sont écoulées lentement, délibérément, comme tourner les pages d'un livre qu'on a déjà lu, mais qu'on a besoin de comprendre différemment. Je ne me suis pas précipitée dans ma vie. J'ai laissé le calme s'installer. Julian a disparu de mon quotidien presque aussitôt. Plus de messages, plus d'appels, plus de fausses inquiétudes. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était par une connaissance commune qui pensait bien faire. Il avait déménagé dans un appartement en location à Cambridge, plus petit, plus récent, plus loin de la vie que nous avions partagée. Je n'ai pas ressenti de triomphe en l'apprenant. J'ai ressenti de la distance. Ce genre de lumière qui vous permet enfin de respirer. Je retournais à mon atelier d'écriture presque tous les matins. Le plafond mansardé captait toujours la même pâle lumière hivernale, mais maintenant, j'avais l'impression que cet endroit m'appartenait en propre. J'ouvrais le manuscrit que j'avais abandonné des mois plus tôt. Celui qui raconte l'histoire d'une femme découvrant que l'homme qu'elle aime a tenu compte de chaque faveur, de chaque compromis. Je relisais ce que j'avais écrit avant la rupture et je réalisais à quel point c'était une prophétie. Je n'ai pas jeté les pages. J'ai continué à écrire. L'histoire a changé. La femme n'est pas restée brisée. Elle est sortie dans la neige et a continué à marcher jusqu'à ce que le chemin lui appartienne à nouveau. Je faisais de longues promenades dans le jardin public quand les allées étaient suffisamment dégagées. Les statues se dressaient sous une fine couche de glace. Le lagon reflétait les branches nues comme des traits d'encre sur du papier. Je marchais sans écouteurs, sans but précis, me contentant de sentir le froid sur mon visage et le rythme régulier de mes pas. Parfois, je m'asseyais sur un banc près de l'allée où est exposée la sculpture du Caneton et je regardais les gens passer, des couples main dans la main, des parents avec de jeunes enfants, des silhouettes solitaires comme moi. Je me demandais combien d'entre eux. Des fractures silencieuses similaires subsistaient. Combien hésitaient encore à les révéler à voix haute. La campagne de diffamation s'est estompée presque aussi vite qu'elle avait commencé. La mise en demeure de Sarah est parvenue à l'hébergeur des forums anonymes en quelques jours. Les messages ont été supprimés. Les comptes suspendus. Quelques collègues du secteur m'ont contacté en privé, certains pour s'excuser de leurs doutes, d'autres pour m'apporter un soutien discret. Je n'avais pas besoin de m'expliquer davantage. La vérité avait parlé d'elle-même au tribunal, et les personnes concernées avaient écouté. Je n'ai pas fêté la victoire avec du champagne ni une soirée arrosée. La victoire, ai-je appris, n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois,
Elle arrive comme un silence après trop de bruit, comme l'absence d'angoisse au réveil, comme la simple possibilité d'ouvrir son ordinateur portable et d'écrire sans avoir l'impression d'être constamment sous pression. Un soir, des mois plus tard, je me tenais à la fenêtre de la cuisine, regardant les réverbères de Marlborough Street. La maison mitoyenne était silencieuse, hormis le léger bourdonnement du radiateur. Je me suis versé un verre de vin, un rouge que j'avais acheté moi-même, et l'ai levé vers le verre vide. Dans cette pièce. Non pas pour célébrer une victoire, mais pour avoir survécu à cette épreuve où j'ai failli me perdre. J'avais fait une confiance aveugle à Julian, car je croyais que l'amour impliquait de tout donner. Je me trompais. L'amour peut exiger la confiance, mais jamais une soumission totale. Ma fortune, l'argent, la maison, mes écrits, n'étaient pas de simples actifs sur une feuille de calcul. C'était la preuve d'années passées seule à mon bureau, à choisir mes phrases plutôt que de dormir, à bâtir quelque chose d'inaliénable, à moins que je ne le permette. Le protéger n'était pas de l'avidité, mais de la dignité. Parfois, la plus profonde trahison n'est pas le mensonge lui-même. C'est le moment où l'on réalise que celui ou celle qui a dit « je t'aime » mesurait déjà la part de nous qu'il ou elle pourrait s'approprier une fois l'amour épuisé. Et parfois, le plus bel acte d'amour est celui que l'on se fait à soi-même. La décision de se lever, de parler clairement, de partir non pas avec colère, mais avec certitude. Je suis toujours là, j'écris toujours, je choisis toujours ma propre fin. Si vous avez lu jusqu'ici, merci. Ces histoires, celles que nous ces histoires ne sont pas toujours partagées, et parlent rarement de vengeance. Elles évoquent plutôt qui nous étions avant que quelqu'un ne tente de nous changer, et la force tranquille qu'il faut pour dire non. Cette partie de ma vie m'appartient. Si ce récit vous touche, restez avec nous. Chaque histoire ici est un rappel que le chagrin d'amour n'est pas forcément la fin. La force se cache souvent derrière les vérités les plus dures. Aimez, abonnez-vous, partagez si cela vous a parlé. Ainsi, la prochaine personne qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule pourra trouver ces mots.